Tout d'abord, il s'agit d'une exposition sur l'évolution de l'image du monde. Nous suivons donc un ordre chronologique que nous avons essayé de refléter, puisque nous devons nous adapter aux salles que nous avons entre les choses, avec les vinyles que nous avons à l'étage, et les jalons temporaires que nous avons au sol. Nous allons faire une visite, je veux dire que nous allons entrer et sortir de la pièce, mais nous devons suivre un ordre chronologique. Et nous remontons jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ. En réalité, il n'y a pas de cartographie de cette époque. Ce que nous avons, ce sont les premiers textes écrits conservés dans la civilisation occidentale, qui sont ceux d'Homère, si Homère a existé, ce qui n'est pas clair non plus. Homère n'était pas un cartographe, mais il est considéré comme le père de la géographie. Il a été considéré comme le père de la géographie parce que dans ses deux œuvres, l'Iliade et l'Odyssée, il ne parle pas de cartographie, il ne parle pas d'image du monde, mais quiconque les a lus peut en déduire que le monde qu'Homère considérait était principalement un monde méditerranéen et un monde plat, comme un disque plat. En fait, dans l'Antiquité, il était considéré, par les philosophes grecs, comme le père de la géographie. Nous sommes dans la période de l'histoire où la Terre était considérée comme plate. La première personne qui est censée avoir fait une carte, qui est connue pour avoir fait une carte du monde, est Anaximandre de Miltus, et ce qu'il pensait être l'image qu'il a mise sur la carte était celle d'un disque plat, tripartite, divisant le monde en 3 continents classiques de l'Antiquité. Nous verrons ce qu'il manque pour qu'il se rende compte que l'Amérique, la 4e partie du monde, a la forme d'un cylindre aplati. En d'autres termes, nous sommes dans un concept de terre plate. D'autres géographes comme Hécatée ou Hérodote, je suppose qu'ils sont familiers, pensent encore à l'image de la Terre comme un disque plat, mais j'insiste, il n'y a pas de cartographie de cette période. Ce qu'il y a, ce sont des références littéraires et des références à des disques représentant la Terre, etc. Il s'agit de 2 cartes qui, comme je l'ai dit, ne sont pas des cartes d'époque, mais des cartes réalisées plus tard au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, qui représentent des reconstructions de la façon dont les anciens pensaient voir le monde. Il y a une étape fondamentale au IVe siècle avant Jésus-Christ environ, qui est la conception de la Terre sphérique, qui n'est pas immédiatement connue, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour démystifier un canular, il n'est pas vrai qu'au Moyen Âge, ceux qui connaissaient la géographie pensaient que la Terre était plate. On savait que la Terre était sphérique, qui devait le savoir, car les gens du peuple avaient d'autres préoccupations, on le savait déjà au moins depuis Aristote. Aristote a avancé une série de preuves physiques, et non métaphysiques ou philosophiques, parce qu'au départ, la sphéricité de la Terre était quelque chose que les Grecs prenaient en compte, parce qu'il s'agissait d'un concept philosophique. Elle était la forme la plus parfaite, la plus pure, elle était située au centre de l'univers immobile et donc elle devait être sphérique. C'était déjà une question de Platon et d'autres, ce n'est pas clair, mais Aristote avait déjà avancé des preuves telles que, par exemple, la hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon varie en fonction de la latitude à laquelle nous nous trouvons. Ou encore, lors des éclipses de lune, la Terre projette toujours une ombre circulaire et cela ne peut se produire que si la figure qui projette les ombres est une sphère, ce qui signifie qu'avec Aristote, il existe déjà une preuve physique que la Terre est sphérique. Non seulement cela, mais Ératosthène, vers 250 avant Jésus-Christ, a mesuré la circonférence de la Terre avec une méthode que je n'exposerai pas ici, une méthode très simple mais rigoureuse, qui consiste à observer l'inclinaison des rayons du Soleil en 2 points de latitude différents. Donc, grâce à cela et sachant que la distance entre Aléandra et Sienne, où il savait qu'à midi solaire au solstice d'été, le Soleil éclairait le fond d'un puits, c'est-à-dire que les rayons tombaient verticalement, il a pu déterminer la circonférence de la Terre avec une précision qui nous surprendrait, enfin, pratiquement ce qu'elle est, 40 000 kilomètres. Je dis donc que c'est quelque chose qu'il faut démonter. Donc, en ce qui concerne l'Antiquité grecque, nous n'avons plus de carte, mais nous savons qu'ils avaient une cartographie. 2. Nous continuons à avancer et déjà à l'époque hellénistique apparaît une figure fondamentale qui est Claudius Ptolemy, qui est considéré comme le père de la cartographie scientifique. Ptolémée a établi les principes de la cartographie, c'est-à-dire en l'an 150 de notre ère environ, parce qu'il a introduit les projections cartographiques, c'est lui qui a établi l'orientation des cartes vers le nord, les réseaux de méridiens et de parallèles et non seulement cela,
Mais Ptolémée a explicitement dans son traité le plus célèbre, la géographie, intitulé comme ceci, enfin, il s'intitule différemment, il s'intitule ainsi, enfin, il s'intitule différemment en grec, mais on peut le traduire par géographie. Il dit que les cartes, successives par copie, tendent à la plus grande dissemblance de l'original, pour ce qu'il établit une méthode dans laquelle par coordonnées il n'est pas nécessaire de recourir à la copie de quoi que ce soit, mais que l'on va toujours aux originaux. En fin de compte, la géographie est une liste de 8000 points avec les coordonnées du monde connu, dont environ 500 correspondent à l'Hispanie, qui est la péninsule ibérique, parce qu'il a divisé le monde, disons, en 26 zones ou 26 cartes. Il a également conçu 2 projections du monde, 2 projections pour représenter le monde, qui sont la première et la seconde, c'est-à-dire la conique de Ptolémée, facsimilée d'une Ptolémée grecque du XVe siècle. Il ne reste aucune copie de géographie antérieure à 1300, mais celle-ci est en grec et c'est ce qui se rapproche le plus de la carte originale du monde de Ptolémée. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît quelque chose, ce sont 180 degrés de longitude, c'est-à-dire une demi-attente, ce sont 63 nord, ce sont 16 zones, voici la péninsule, voici les îles Canaries, ces 6 points, qu'il appelait les îles Fortunées, pour les Grecs, qui dans l'Antiquité étaient aussi à l'origine des longitudes, le monde commençait à l'ouest dans les îles Fortunées, c'était ce qui était connu et c'est l'une des raisons pour lesquelles le méridien zéro passait par les îles Canaries, pratiquement jusqu'au XXe siècle. C'était l'océan Indien, qu'il considérait comme un océan fermé et il est louable qu'avec les données qu'il avait en l'an 150, il avait une bien meilleure cartographie que, par exemple, ce qu'il avait au Moyen-Âge par la suite. Nous allons donc récupérer la géographie de Ptolémée, car bien qu'elle ait été écrite en l'an 150, lorsqu'elle a été retrouvée et qu'elle a réellement influencé l'histoire, et pas seulement l'histoire de la cartographie, l'histoire du monde, c'était à la Renaissance, au XVe siècle. 3. Le Moyen-Âge est arrivé et avec la chute de l'Empire romain, il y a eu un recul général de tous les arts, des sciences, des techniques, de tout, et des cartes très simples ont commencé à apparaître, qui n'étaient pas très rigoureuses et schématiques, les cartes en T en haut, comme nous le voyons ici, qui à la fin sont des disques, dans lesquels apparaît une terre tripartite, le dessin est dû à Saint Isidore de Séville. Il était l'un des grands hommes de lettres, pas très connu en Espagne, mais très connu à l'étranger et il a décrit dans l'un de ses ouvrages, les étymologies, une partie de la géographie et il a dit que la moitié du monde était occupée par l'Asie, qui est ceci est l'Europe et ceci est l'Afrique. Les cartes étaient orientées vers l'Est, avec différentes versions, ce sont les cartes T en haut. Dans cette vitrine, il y a un facsimilé de l'un des codex étymologiques conservés à la Bibliothèque nationale espagnole depuis le Xe siècle et vous pouvez voir dans le coin supérieur l'une de ces cartes théines introduites par Saint Isidore. Mais j'insiste, ce n'est pas qu'il ne savait pas que la Terre était sphérique, c'est qu'il ne s'y intéressait pas parce que le point de vue était religieux, en effet, il s'agissait de cartes centrées sur Jérusalem, orientées vers l'Est, là où se trouve le paradis terrestre et avec un point de vue très chrétien. Elles ne représentaient pas rigoureusement la géographie parce que ce n'était pas leur intérêt, il ne fallait pas les considérer comme telles. 4. Une variante de ces cartes sont les Beato, de Bito de Liébana, un moine du monastère de Santo Toribio de Liébana, qui a travaillé sur un ouvrage, l'Apocalypse de Saint Jean et a conçu une carte du monde pour illustrer la prédication des apôtres. Voilà, 14 manuscrits ont été conservés, pas l'original, qui est de l'année 776 et ils sont tous semblables et ont un schéma semblable à celui de Saint Isidore, c'est un monde tripartite, cet axe que j'ai oublié de dire c'est la Méditerranée, ils sont toujours orientés vers l'Est, le paradis terrestre avec Adam et Ève, les 4 fleuves qui partent du paradis, c'est l'Europe, c'est l'Asie et c'est l'Afrique. C'est là qu'apparaît un 4e continent antipodique, sur lequel ils ont aussi spéculé sur l'existence d'un 4e continent antipodique, c'est-à-dire au sud symétrique au nôtre, qui en plus, et ce pour des raisons religieuses, puisqu'il n'apparaissait pas dans la Bible et qu'il y avait un océan infranchissable, dans la zone torride, les anciens savaient que lorsqu'on naviguait vers le sud, il faisait très chaud et ils pensaient qu'il y avait ce qu'ils appelaient la zone torride autour de l'équateur, où l'eau bouillait, les bateaux se désagrégeaient, les gens mouraient de soif, donc ils ne pouvaient pas atteindre ce continent des antipodes. Les monstres sont toujours dessinés,
parce qu'ils ne sont pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu ou l'image et la ressemblance de Dieu sont ceux qui arrivent après le déluge universel, lorsque la terre est repeuplée par les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, qui d'ailleurs sont généralement associés aux 3 parties du monde dans les cartes de thé en haut, Sem, Japheth et Cham, parce que ce sont des dessins de cartes. La péninsule, c'est qu'ici, d'ici, dans ce bito, qui est Burgos de Osma, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, avait une importance très grande, parce que c'est l'un des pôles du monde, pour des raisons religieuses, avec Jérusalem, qui était au centre. Il s'agit ici des Béatos, et vous pouvez voir comment, à partir d'un original, il y a des rectangulaires avec des coins ovales, des ronds, en bref, c'est ce que Ptolémée mettait déjà en garde au IIe siècle. Les cartes, par copies successives, tendent à la plus grande dissemblance. Ne faisons pas cela, faisons un tableau, systématisons mathématiquement la cartographie et faisons ce qui est la cartographie moderne, c'est-à-dire cette façon de représenter le monde, et ce concept est celui que nous utilisons aujourd'hui. Dans les navigateurs, nous allons avec les longitudes et les latitudes, nous n'avons pas inventé cela, les Grecs le savaient et l'appliquaient des siècles avant Jésus-Christ. Dans le monde musulman, il existait également des cartes similaires aux cartes chrétiennes médiévales, mais elles étaient orientées vers le sud. Voici l'une d'entre elles, datant du Xe siècle, et dans ce cas, il est plus difficile de voir, c'est la Méditerranée, j'ai dit que c'était le sud, ce petit triangle est l'Europe, parce que chacun représente ce qui est le plus intéressant pour lui. Pour le monde islamique, la chose la plus importante était le monde islamique, donc l'Europe est cette petite partie ici, parfois à l'Andalus est surreprésentée, et il y a 3 îles qui sont habituellement la Crète, la Sicile et la Sardaigne, parfois Chypre, mais elles n'ont rien à voir avec ce que nous considérons comme le plus important, le Nil, et c'est l'océan Indien, qu'ils connaissaient. Eh bien, ici chacun représente ce qu'il considère comme le plus important. 5. Nous continuons à avancer dans le Moyen-Âge et nous voyons un autre exemple de mappemonde murale, médiévale, qui est celle de Hereford. C'est un facsimilé, du XIXe siècle. Vous pouvez également voir qu'elle est en petits morceaux parce qu'elle est pliée. L'original se trouve dans la cathédrale de Hereford en Angleterre et date d'environ l'année 1290. Une fois encore, nous retrouvons les caractéristiques que nous avons mentionnées, un disque circulaire, Jésus-Christ, en haut, des scènes du jugement dernier, les bons à droite allant au paradis et les mauvais en enfer. Ici vous pouvez voir des chaînes et ainsi de suite, comme je l'ai dit, la Méditerranée, la mer Noire, la mer d'Azov, le Nil, la mer Rouge, et ceci est très commun, la mer Rouge, très souvent représentée en rouge dans la cartographie du Moyen-Âge et de la Renaissance, et ce creux où Moïse a ouvert les eaux pour que le peuple d'Israël puisse passer, comme vous pouvez le voir, a un caractère très religieux, cette partie ici est là. Péninsule, vous pouvez voir la toponymie actuelle, voici le détroit de Gibraltar, puis le détroit d'Hercule avec les piliers d'Hercule, les présumés piliers d'Hercule qui sont Gibraltar et le mont Acho à Ceuta, ce que les marins ont vu lorsqu'ils sont arrivés, et cette légende selon laquelle il n'y avait plus rien à l'époque des Phéniciens, ils ne voulaient pas qu'on aille plus loin pour ne pas marcher sur leurs intérêts commerciaux. Ici on voit, comme je l'ai dit, une autre image du monde médiéval, et ici on peut se perdre pendant 1 heure à regarder les légendes et tout cela est transcrit. Il y a une bibliographie sur le sujet et tout simplement pour qu'on puisse voir un exemple d'une carte du monde médiéval sur un mur. 6. À l'époque de cette carte, la boussole a été introduite en Méditerranée et les cartes marines sont apparues. Avec les cartes marines, il était déjà possible de tracer des routes et d'estimer des distances. Avec les routes et les distances, de prendre les points de la côte et de dessiner des profils très précis de la côte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'agissait de la cartographie savante, qui curieusement était la moins précise, et que la cartographie pratique des marchands, des marins, des gens du peuple, était beaucoup plus précise. Car si une carte marine n'est pas précise, elle ne vaut rien. Si vous naviguez avec une carte du monde de ce style, vous n'irez nulle part, et si vous naviguez avec une carte marine qui n'est pas bien faite, vous courez de sérieux dangers. Alors ces cartes apparaissent. C'est un facsimilé de la première carte connue de 1290 qui est la carte pisane, appelée ainsi parce que son origine est à Pise. Ici on ne la voit pas très bien, mais toutes les cartes marines ou beaucoup d'entre elles étaient faites sur parchemin. On peut voir la peau de l'animal avec des filets de parcours parce que l'objectif était de naviguer, et on peut voir que comme ce qui intéresse est la côte,
Ce qui apparaît sont les profils côtiers qui n'ont pas été améliorés jusqu'au XVIIIe siècle quand le chronomètre de marine a été introduit. Ces cartes marines médiévales avaient la même précision que jusqu'au XVIIIe siècle, elle n'a pas été améliorée, nous voyons que la toponymie. Et les noms de lieux sont perpendiculaires à la côte, l'intérieur est vide parce qu'il ne présente aucun intérêt et s'il est rempli de quelque chose, c'est de la décoration, ce n'est pas de l'information, et bien dans ce cas-ci, il y a précisément un morceau de la côte cantabrique, car ce qui était bien connu, c'était la Méditerranée et la mer Noire, cette partie de l'Europe, y compris les îles britanniques, est très effacée, mais les plus intéressantes sont ici, celles qui sont tirées de l'expérience dans ce cas du détroit de Gibraltar plus ou moins, du Levant espagnol, de la côte française, de l'Afrique du Nord, etc., et il s'agissait des intérêts commerciaux des Génois, des Florentins, des Vénitiens et des Majorquins, car la principale école de cartographie nautique se trouvait à Majorque. 7. Et en fait, l'œuvre la plus importante de ce type de carte marine est celle-ci, qui est l'Atlas de Cresque, l'auteur, ou l'Atlas catalan, qui est appelé ainsi. En réalité, l'école n'était pas catalane, elle était majorquine, mais comme cela a été baptisé à la Bibliothèque nationale de France, la toponymie est en catalan, une chose, cette carte n'a pas été faite pour être mise sur un mur, elle est bien mise comme ça, si vous la voyez d'ici vous verrez que la toponymie est à l'envers, ce n'est pas qu'elle est à l'envers, c'est que dans la carte elle n'a pas tourné, c'est vous qui avez tourné pour voir la carte correctement, c'est-à-dire qu'elle n'était pas orientée et ici on reconnaît parfaitement la forme de la péninsule, on reconnaît même l'Afrique et les îles Canaries. Nous sommes en 1375, ce sont des tables séparées et des morceaux de parchemin collés dessus, c'est très décoré et on voit toutes les caractéristiques des cartes marines, d'ailleurs c'est la première fois qu'une rose des vents apparaît dans l'Atlas catalan ici, elle est divisée en morceaux et la Méditerranée arrive qui est la partie rigoureuse et à partir d'ici tout est fictif, enfin, pas fictif, basé sur les descriptions des récits de Marco Polo etc. et nous voyons que c'est plein d'informations mais ces informations ne sont pas rigoureuses, c'est de la décoration surtout c'était des copies pour des gens nobles disons encore une fois le plus rouge, nous voyons ici en rouge encore une fois cette bande qui signifie le passage du peuple d'Israël et des légendes par exemple les mages allant après l'étoile avec leurs cadeaux, c'est-à-dire qu'il avait un grand contenu religieux, une chose importante les cartes nautiques, les drapeaux des puissances qui dominaient les côtes, personne n'allait trouver ce qu'il n'attendait pas mais il les représentait et Majorque est très proéminente, très typique dans la cartographie, normalement l'auteur souligne la zone à laquelle elle appartient, ses insertions dans les originaux étaient en or, et bien nous voyons là le drapeau de l'Aragon etc. Eh bien je dis voici la Méditerranée, c'est plus ou moins rigoureux et à partir de là c'est basé sur des histoires mais c'est une des premières fois que l'océan Pacifique apparaît, quelque chose que Ptolémée ne connaissait pas par exemple. 8. Idrisi n'a pas réalisé cette carte mais, dans un traité, il a inclus des cartes partielles par climat. Si l'on met tout cela ensemble, il s'agit d'un facsimilé, dans ce cas, la carte est placée face au sud, on obtient une carte similaire à celle-ci, voici l'exemple d'un cartographe de Ceuta qui travaillait pour le roi Roger II de Sicile, qui lui demanda de réaliser une carte du monde connu, avec toutes les connaissances existantes, et il réalisa cette carte qui, en l'honneur du mécène, est appelée la Tabula Rogeriana, elle n'a pas eu de suite, disons, ni beaucoup d'influence sur l'histoire de la cartographie, mais c'est un exemple de cartographie islamique réalisée pour un roi chrétien du monde connu qui couvre plus ou moins la même période, enfin, un peu avant un siècle ou deux avant l'Atlas catalan. 9. Voici un exemple de fusion, datant d'environ 1450. Continuons un peu, voici une autre carte du monde en catalan, également de l'école majorquine qui se trouve à l'école universitaire Estance de Modène et vous pouvez voir que ce qu'ils ont fait, c'est fusionner le dessin de la carte du monde médiéval avec la carte marine. La partie de la Méditerranée est tirée d'une carte marine, elle est parfaitement visible et précise, comme la région environnante, comme l'Atlas catalan, comme les mapmondes, les légendes de différents rois, etc. mais rien de précis, ici un croquis du golfe de Guinée qui n'est pas daté, à nouveau la mer Rouge en rouge, ce qui est très courant, nous pouvons voir qu'une partie de la côte de l'Afrique est correctement dessinée, nous pouvons dater cette carte ou cette mapmonde d'Estance en connaissant les avancées des Portugais le long de la côte africaine, nous pouvons savoir quand. Ce qui concerne la toponymie et la côte, la date de la carte est d'environ 1450, c'est l'un des
Moyen de datation car elle n'est pas datée, comme je l'ai dit, c'est ce que l'on appelle une map-monde de transition. 10. Nous approchons de la fin du Moyen Âge et voici le champ du signe de la cartographie médiévale des Mappamundi, c'est-à-dire la carte du monde de Fra Mauro. C'est un fac-similé, elle se trouve à la bibliothèque Marciana de Venise, son format est même un peu plus grand. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de reconnaître quoi que ce soit après tout ce temps, mais encore une fois, elle est orientée vers le sud, elle date de 1459, ce qui prouve une fois de plus que l'orientation des cartes vers le nord est une chose conventionnelle relativement moderne, il n'en a pas été ainsi toute la vie, au Moyen-Âge, elles étaient orientées, normalement vers l'est, les musulmans vers le sud et l'est comme il l'a apporté, les informations musulmanes peut être inspirées par les informations des Arabes, c'est pourquoi il connaît la partie de l'océan Indien, elle est orientée vers le sud, l'habituelle, la partie collectée par les cartes marines est parfaitement tracée, elle a beaucoup d'informations, et c'était une commande pour le roi du Portugal juste avant son exploration de l'Afrique, parce qu'il voulait une image du monde connu et comme je l'ai dit, la carte du monde de Fra Mauro, qui est aussi une cosmologie, si vous la regardez, elle a un système astronomique ptolémaïque avec la Terre au centre, les planètes, les étoiles fixes, etc., et la dernière sphère, qui était le primus mobile, qui déplaçait tous les éléments aristotéliciens, la terre, l'eau, l'air et le feu. Une image du paradis terrestre et les 4 fleuves qui en découlent, tirée de la Bible et une carte zonale, donc, eh bien, ici, nous pouvons clairement voir qu'il savait parfaitement que la Terre était sphérique. 11. La géographie de Ptolémée est arrivée en Europe, à Florence, en 1390 environ, à l'époque de la Renaissance, mais l'étape fondamentale a été franchie lorsqu'elle a été traduite en latin en 1476, et que ces codex florentins ont commencé à être publiés. C'est alors qu'à Florence, ou en Italie en général, on s'est rendu compte que ce que Ptolémée avait fait en 150 était bien meilleur que ce que beaucoup d'entre eux faisaient au XVe siècle. La géographie de Ptolémée a donc été adoptée et nous avons ici un exemple de la carte du monde de ces codex florentins, semblable à celle que nous avions dans la première projection, nous la voyons ici dans la deuxième projection. Voici un panneau expliquant l'origine de la géographie de Ptolémée pour ceux qui veulent la voir plus tard, et comme je l'ai dit, il y a des étapes importantes dans l'histoire de l'évolution, dans l'image du monde, ici nous avons mis l'introduction de la presse d'imprimerie, vers 1455, parce que tout ce qui était écrit à la main jusqu'alors, je sais que maintenant nous le voyons comme une chose très simple, mais je le compare à l'Internet, la diffusion que la presse a imprimée a permis à son échelle est un jalon fondamental, même si cela semble être une invention très stupide, parce que mettre des caractères en métal, cela ne semble pas très scientifique, mais c'était une révolution. Les explorations se poursuivent, les Portugais en 1410 ont commencé à explorer les côtes de l'Afrique, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ils ne l'ont pas fait par hasard. Avec la chute de Constantinople, la Méditerranée était bloquée, le blocus de la Méditerranée empêchait toutes les marchandises venant d'Orient, en particulier les épices, de passer par là parce qu'elles étaient entre les mains des Turcs, qu'ont fait les Portugais. Ils ont commencé à chercher la route des Indes en passant par d'autres endroits, pour des raisons commerciales, ce qui a conduit au voyage autour du monde, que nous verrons plus tard. L'origine du voyage autour du monde, le motif, n'était pas de découvrir le monde, c'était d'atteindre les îles aux épices, le fait est que, certes, c'était le voyage autour du monde, mais, en bref, ce n'était pas son origine. Une étape fondamentale, en 1488, dans ce lent voyage de siècles, pas à pas des Portugais, le Cap de Bonne-Espérance a été doublé, et alors l'image ptolémaïque que l'océan Indien était fermé, a été démantelée, les Portugais sont arrivés peu après en Inde, eh bien, voici cette étape, et c'est la première carte d'Henri Q. Martellu, de 1489 à 90, où l'Afrique est représentée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire que nous voyons aussi que la toponymie arrive là, c'est encore inconnu, plus ou moins, quelques années plus tard l'Inde est atteinte, Calicut, pas Calcutta, que certaines personnes confondent avec Vasco de Gama. 12. Il s'agit d'un fac-similé parfait de la carte qui se trouve dans le Codex Urbina Latino 274 de la Bibliotheca Apostolica Vaticana. Il s'agit de la géographie florentine de Ptolémée datant du XVe siècle, avec ses 26 cartes régionales et la carte du sommet. Ces codex étaient très chers, ils étaient normalement dédiés au pape, à un duc ou à des personnes très importantes.
Avec l'imprimerie, ils sont devenus un peu plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, même s'ils étaient encore très chers. C'est donc un facsimilé d'une géographie florentine de Ptolémée du XVe siècle. 13. Autre étape fondamentale, la découverte de l'Amérique est la première carte qui représente l'Amérique dans l'histoire. Dans la carte de Juan de la Cosa qui est conservée au musée naval de Madrid, et celle-ci, c'est une vraie carte pour ainsi dire, où nous voyons que toutes les informations de l'année 1500 portugaise et espagnole et des cartes nautiques sont correctes et cette partie ici, ce qui, selon certains, pourrait être le méridien de Tordesillas, c'est-à-dire le golfe du Mexique et les îles découvertes de Cuba et de la République dominicaine, ou de Cuba et d'Hispaniola, où l'on peut voir des drapeaux castillans, c'est la première fois que l'Amérique est représentée. Le fait est que Colomb est mort convaincu, du moins en apparence, mais il était aussi intéressé d'avoir atteint les Indes parce que son projet était d'atteindre les Indes par l'ouest, ce qui était précisément l'alternative que les Espagnols recherchaient, les Portugais essayant d'atteindre les Indes par l'Afrique et c'est là que le conflit est apparu. Le traité de Tordesillas est arrivé et ils ont dit, parce que nous en valons la peine, la moitié pour vous et la moitié pour moi du monde, le pape a déclaré que tout ce qui se trouvait à l'ouest de l'Afrique était pour la Castille et à l'est pour le Portugal, et que tout ce qui se trouvait à l'ouest de 370 lieues de l'île du Cap-Vert était pour la couronne de Castille. Le problème était que personne ne savait où cela touchait l'autre côté du monde, lorsque le problème du tour du monde s'est posé, parce que les Moluques, les îles des espèces, se trouvaient juste sur l'antiméridien et qu'il n'y avait aucun moyen de savoir à quelle partie elles appartenaient. 14. C'est le premier qui sort avec la lignée de Tordesillas, c'est un registre royal portugais, cette information était très secrète, c'est de 1502 et ici vous voyez parfaitement ce que c'était, tout cela est déjà connu. L'Afrique est connue des Portugais, Vasco de Gama arrive à Melinde plus ou moins, saute l'océan Indien et arrive sur la côte de Malabar, vous voyez qu'il y a de la toponymie ici, et tout cela est connu, mais pas de première main, par les Portugais, c'est une carte portugaise, j'insiste encore une fois, la mer Rouge, en rouge, une petite route là qui est cette route et à l'intérieur de cela l'intérieur était symbolique, on voit Jérusalem, très importante, démesurée, Venise, inspirée des cartes marines et puis, pour que vous puissiez voir à quel point l'auteur ou celui à qui il est dédié a eu de la transcendance, le château de Mina, San Roré de Mina, c'est un petit fort, mais pour les Portugais c'est très important parce que c'est la première usine qu'ils ont établie en Afrique, en Guinée pour apporter de l'or et des esclaves, ce sont eux qui ont introduit l'esclavage et la traite des êtres humains, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des Portugais ici, c'est de l'histoire, pour cela ce sera très important, et comme je l'ai dit, quelque chose qui en réalité est un petit fort, est représenté avec la même importance que Jérusalem. 15. C'est une carte très importante dans l'histoire de la cartographie et du monde, et pour les Américains, et spécifiquement les Américains, elle est extrêmement importante, comme je l'ai déjà dit. Colomb a dit qu'il avait atteint les Indes, il a fait prêter serment à ceux qui l'accompagnaient, etc. Mais ce n'est vraiment qu'en 1503 que l'idée s'est répandue que ce que les Espagnols et les Portugais avaient découvert ou parcouraient était un nouveau monde, certains pensaient encore qu'il s'agissait de l'Asie. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Amerigo Vespucci, qui a fait 4 voyages, 2 avec l'Espagne et 2 avec le Portugal, et certains disent qu'il n'en a fait aucun et qu'il était un peu un troll, ce qui doit aussi être dit, mais bon, c'est entré dans l'histoire qu'il a fait 4 voyages et dans l'un d'eux il décrit que ce qu'il a navigué, il prétend avoir navigué jusqu'à 52 degrés sud, ce qui est impossible, en d'autres termes c'est un mensonge, une de ses fantaisies ou exagérations, ce qui n'est bien sûr pas les Inde, ce doit être un nouveau monde et il appelle cette lettre main du Novu et elle est publiée grâce à l'imprimerie, sinon elle serait restée une simple lettre à un particulier qui était son mécène. Cette lettre arrive entre les mains du cartographe qui a fait cette carte, l'allemand Martin Waldseemüller, et il attribue à tort à Amerigo la découverte de ce nouveau monde qu'il appelle la 4e partie du monde, et dans le traité qui accompagne cette carte il dit, pourquoi ne pas appeler ce nouveau monde un nouveau monde? Pourquoi ne pas appeler ce nouveau monde l'Amérique en l'honneur d'Amerigo? Et il ajoute, et non Amerigo, parce que l'Asie, l'Europe et l'Afrique ont des noms de femmes, il n'est donc pas juste de l'appeler Amerigo, appelons-le Amérique. C'est cette carte, et je veux dire littéralement, qui donne son nom à l'Amérique aujourd'hui, cette carte. Ce panneau est celui qui donne son nom à l'Amérique,
Ce nom a été consolidé à partir de cette carte, les Américains, la seule copie. Imprimée est connue pour être une peinture murale composée de 12 feuilles dans 12 blocs de bois et d'exylographie, et les États-Unis l'ont acquise de l'Allemagne, parce que cette carte est apparue en 1901, on savait qu'elle existait, mais c'était une histoire très filmée, dans les sous-sols d'un château allemand, je ne sais pas comment ça se fait, elle a été découverte chez les Jésuites. Enfin, j'aime un peu le nom de la Rosa, et la carte est apparue et ils l'ont vendue comme une vente d'État, et les Américains l'appellent l'acte de naissance de l'Amérique à cause de ça. Parce que c'est le document qui donne son nom à l'Amérique, je veux dire qu'il n'y a qu'une seule copie connue. Actuellement, l'original est exposé à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, dans une urne blindée, remplie d'argon, un gaz noble qui ne réagit pas chimiquement et ne permet pas la vie à l'intérieur, ce qui le protège contre la détérioration chimique et biologique. Pour nous, qui ne sommes pas américains, du moins pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'une carte très importante dans l'histoire de la cartographie, car c'est aussi la première qui représente l'Amérique comme un continent séparé par un océan, pas encore découvert en théorie par les Européens, et c'est aussi la première représentation, ou l'une des premières représentations du Japon, ici, si vous regardez, c'est la carte de Ptolémée agrandie, et en fait c'est la première carte en double hémisphère de l'histoire, et c'est la transition de la pensée géographique médiévale à l'ère moderne. Le monde, d'après cette carte, ne tient plus dans un seul hémisphère, le monde tripartite que nous avons vu, et il ajoute, Claudius Ptolemy, le cosmographe alexandrin, y place son monde, l'ancien, et Amerigo Vespucci et son monde, le nouveau. C'est là qu'ils ajoutent, en d'autres termes, que la vision sera élargie et que le monde sera plus ou moins connu tel qu'il est. Cette carte contient beaucoup de choses, vous pouvez aussi être à moitié en train d'en parler maintenant, mais nous ne l'avons pas, alors, bon, c'est une carte très connue. Continuons, nous avons un panneau qui s'appelle les grandes explorations océaniques, à partir de là ils arrivent dans une série d'explorations, quelques années plus tard le voyage autour du monde, dont nous venons de terminer l'éphéméride, parce qu'il a eu lieu en 1519 à 1522, et bien en 2022, nous avons eu une exposition que nous avons actuellement à Séville, qui a visité plusieurs endroits. Et dans le premier voyage autour du monde, ce qui a été découvert, disons, ce n'est pas la forme de la Terre, dont j'ai déjà dit qu'elle était parfaitement connue, mais sa véritable circonférence, et en fait, l'objectif n'était pas de faire le tour du monde, mais d'atteindre les épices. C'est une histoire passionnante, mais c'est un autre épisode, c'est l'autre exposition. 16. Il s'agit d'un codex de Battista Agnese, un Italien du milieu du XVIe siècle, où sur cette carte du monde de forme ovale, même ce cercle est tracé. Ce que l'on découvre ici, c'est la taille de la Terre, héritage de Ptolémée et d'une autre de ses influences, disons, importante dans l'histoire, la Terre, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, était environ un quart plus petite, 30% plus petite, que ce qu'elle était en réalité. À la Renaissance, lorsque la géographie de Ptolémée a été adoptée comme science officielle, on pensait, et c'est la raison pour laquelle Christophe Colomb pensait avoir atteint les Indes, que la Terre était beaucoup plus petite. Ce que l'on a découvert lors du premier tour du monde, c'est que la Terre était beaucoup plus grande, non pas qu'elle était ronde, sphérique, je le savais déjà, je le dis parce qu'on l'entend parfois, même dans des documents qui font relativement autorité. Ce que l'on a découvert, c'est un immense océan Pacifique, qui était inconnu, et qui d'ailleurs a provoqué un taux de mortalité énorme, d'un sur 260, 18 sont revenus. Et de 5 navires, 1, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. 17. Cette carte est très importante, elle nous vient par héritage, et c'est l'une de celles qui consolident le nom d'Amérique. Vous pouvez voir ici comment, sur cette carte de 1522, dont nous avons 2 originaux à l'Institut, il s'agit d'une copie de l'édition Waldseemüller de la géographie de Ptolémée. L'Amérique apparaît ici, c'est la 3e carte imprimée de l'histoire où le nom Amérique apparaît, par copies successives, le nom est consolidé. Une chose est sûre, Waldseemüller n'a utilisé le nom Amérique que sur cette carte. Plus tard, il s'est rendu compte, ou on lui a fait comprendre, qu'il avait fait une erreur. Sur les cartes suivantes, il n'a plus jamais appelé l'Amérique America. Ce sont les autres qui l'ont copié et consolidé, il l'a appelé Terra Nova,
terra incognita, il a même apposé sur les cartes ce que l'on appelle une clause de non-responsabilité, en latin. Cette terre et les îles adjacentes ont été découvertes par Christophe Colomb, génois, sur ordre du roi de Castille. Au cas où il n'aurait pas été clair. Que je supprime le nom d'Amérique, je mets ce texte, c'est-à-dire que Waldseemüller n'a utilisé que le nom d'Amérique et pourtant il a eu raison, car 500 ans plus tard, le nom a été conservé. 18. Un autre facsimilé de l'image du monde vers 1540 après le voyage autour du monde et la cosmographie de Münster, nous avons deux originaux, une édition italienne et une édition allemande à l'Institut. Vous pouvez voir cette carte ovale et vous pouvez constater que la cartographie imprimée n'était pas encore en mesure de progresser par rapport à la cartographie manuscrite que nous verrons plus tard, parce que les bonnes informations se trouvaient dans les cours espagnoles et portugaises. Et cette information, dans le cas du Portugal, la fuite était passible de la peine de mort, car elle était extrêmement précieuse d'un point de vue commercial, par exemple. Nous voyons ici Temistitan, c'est-à-dire Tenochtitlan, c'est-à-dire le Mexique, qui est proche de la côte asiatique. Et Sipangri est juste à côté du Mexique, parce que cette année-là, la cartographie commerciale, celle qui est imprimée et diffusée, n'avait pas encore atteint, disons, cette conception de la taille réelle de la Terre, qui était gardée secrète par ceux qui la connaissaient. Vous voyez ici que le Mexique est à côté de l'Asie, bien que nous sachions qu'il s'agit d'un continent à part entière. Le détroit de Magellan, bien sûr, cette carte est la première où le nom de mer du Pacifique apparaît sur une carte imprimée, un nom donné par l'expédition de Magellan et Elcano, d'ailleurs, et il n'y avait rien de paisible, mais ils ont trouvé des calmes, même un détroit inexistant, très typique dans la cartographie de l'époque, où il est dit en latin, par ce détroit, un chemin s'ouvre vers les Moluques. Ils pensaient qu'il y avait, en plus du passage sud, le passage nord-ouest, qui n'existe pas. En fait, toute l'expédition Magellan, ce qu'ils essayaient de faire. Bon, je m'égare un peu, quand ils se rendent compte que l'Amérique est un continent, ce qu'elle devient, c'est un obstacle. Ils disent qu'il y a là une énorme masse de terre qu'il n'y a pas moyen de traverser. Pour aller aux Indes, donc la course n'est pas de voir ce qu'il y a en Amérique, c'est de voir comment contourner l'Amérique, puis les découvertes en Amérique du Sud, l'or, etc. Commenceront à arriver, mais au début, c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur. 19. Un registre royal, facsimilé, conservé à la Spanish Society de New York, datant de 1526, pratiquement après les premiers documents montrant les découvertes du premier voyage autour du monde. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre royal ? Il s'agissait d'un document secret, qui n'était conservé que dans la maison contractante de Séville, où le monde était en train de s'achever avec les explorations. Chaque pilote qui quittait Séville était tenu d'emporter les cartes qui lui avaient été remises et de les rendre, s'il revenait, et de se soumettre à ce que l'on appelle un débriefing, c'est-à-dire d'arriver sur place, d'être interrogé. Et de s'entendre dire « Donnez-moi ce que vous avez cartographié et nous l'ajouterons au registre royal ». C'était bien sûr top secret. Pas si secret que cela, car certains, comme Juan Vespucio, le neveu d'Amerigo, le copiaient et le vendaient ensuite, mais en théorie, c'était secret. Il s'agissait de cadeaux que le roi, l'empereur Charles Ier, offrait aux monarques du reste du monde, aux dignitaires, pour expliquer sur une carte que les Moluques, qui étaient contestés, qu'elles se trouvaient d'un côté ou de l'autre de l'Antimride et que les épices, les clous de girofle, ne provenaient que des Moluques et qu'il s'agissait d'une marchandise très chère. Ce qui a été fait, c'est le méridien de Tordesillas, ce schéma des normes est le même. L'Espagne, le Portugal, le drapeau portugais, le drapeau castillan, les équivalents espagnols, les navires avec le drapeau castillan, les Moluques avec le drapeau castillan et une légende qui dit. Ici, sur cette île, tous les clous de girofle et les épices du roi de Castille poussent. C'est une légende qu'il donne à d'autres dignitaires, ce schéma est répété, non seulement cela, mais la carte est à 360 degrés et un peu plus, parce que c'est extrême que pas par hasard les Moluques sont dans cette moitié, ce n'est pas par hasard, si ce n'est pas clair, la carte arrive ici, je les dessine à nouveau ici, je mets le drapeau castillan à nouveau, limite, ici pousse le clou de girofle et l'épice du roi de Castille. Il y a plusieurs copies de cartes, c'est l'une de celles que j'aime le plus, celle de Vespucio de 1526, les armoiries impériales sur les nouveaux territoires en Amérique, bien sur la mer Rouge en rouge,
etc., mais c'est une carte nautique par essence, avec des réminiscences ptolémaïques encore. 20. Un autre registre royal, celui-ci de 1529, et ici, comme toujours, le méridien de Tordesillas, la moitié du monde avec ses drapeaux, ces navires qui sont représentés ici, vous pouvez les voir ici, ceux qui sont ici disent « Je vais à Malucco, je vais à Malucco, je vais à Malucco, je vais aux Moluques » en passant, par une route illégale, parce que les Espagnols ne pouvaient pas le faire, en d'autres termes, illégalement, je vais à Malucco, parce que je ne devrais pas. Allez par là. Le roi a ensuite vendu les droits en 1529, parce qu'il n'était pas intéressé à les conserver et qu'il voulait utiliser l'or à d'autres fins. Il a également réalisé la plus grande escroquerie de l'histoire, car les Moluques étaient du côté portugais, mais le roi Charles a dit, comme nous ne le savons pas, mais que je suis sûr qu'elles sont de mon côté, je vous les donne en gage, et à l'avenir, lorsqu'il sera prouvé qu'elles sont de mon côté, lorsque nous aurons les moyens techniques de prouver qu'elles sont de mon côté, je les rachèterai, il n'a rien pu racheter, il les a vendus pour 350 000 ducats d'or, ce qui correspondait au prix des Moluques. Il ne peut pas les racheter, il les vend pour 350 000 ducats d'or, qu'il dépense, j'imagine, en guerre, et il réalise l'escroquerie du siècle, aux Portugais bien sûr, parce qu'ils sont de son côté. Ici apparaissent les Moluques, les drapeaux castillans, et pas seulement, les cartes étaient des outils de propagande, la Chine, où les Espagnols n'avaient pas mis les pieds, à un drapeau castillan. Le moment venu, nous pouvions prétendre que nous y étions allés aussi, mais la zone en conflit était celle-ci, qui se trouve juste là où passe plus ou moins l'antiméridien, mais en réalité les Moluques se trouvaient dans l'hémisphère portugais. 21. Ceci est un peu en dehors du contexte. De 1587, ce sont 3 images pour que nous puissions voir comment la cartographie, parfois symbolique, d'un ecclésiastique allemand, Bunting, où vous pouvez voir, par exemple, la conception du monde en trèfle, le monde tripartite, Jérusalem au centre, l'Europe, ici il l'a mis. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, Jérusalem et le dessin, bien sûr, ici l'Amérique avait déjà été découverte il y a 100 ans, comme le dessin tripartite l'ennui, tout le joli dessin en trèfle des armoiries de Hanovre et je ne sais quoi, et il place l'Amérique ici avec un autocollant, pour qu'elle ne soit pas trop visible et il place l'Amérique comme le nouveau monde. En d'autres termes, il place l'Amérique comme pour dire « Regardez, regardez, ce que je voulais c'était le trèfle et puis j'ai mis quelque chose d'autre qui a été découvert. » Europa, la première partie du monde sous la forme d'une vierge, Europa, vous voyez, est une reine ou une vierge si vous voulez, et ce n'est pas une coïncidence, c'est une allégorie, même pour rendre digne la monarchie des Habsbourg, la maison d'Augsbourg, parce que si vous regardez la tête d'Europa, c'est Hispania, ce qui n'est pas une coïncidence, ici c'est écrit Navarre mais vous ne pouvez pas le lire. Un orbe chrétien en Sicile et le cœur en Bohême, en d'autres termes, c'est un symbole, à une époque où les Turcs exerçaient une pression sur la Méditerranée, pour affirmer, tout d'abord, la chrétienté de l'Europe contre les Turcs, et ensuite le leadership politico-religieux que la monarchie d'Augsbourg exerçait sur le reste de l'Europe. C'est un autre exemple. L'Asie, l'Europe, la première partie du monde, ce qui est curieux car la première partie du monde pour les anciens n'était pas l'Europe, c'était l'Asie. Et ici, cela signifie aussi l'Europe dans la première, l'Asie, la deuxième partie de la Terre sous la forme de Pégase. Ici, vous pouvez voir une représentation, sous la forme d'un cheval Pégase, c'est la Méditerranée, c'est le Nil, c'est l'Afrique, ce sont des représentations symboliques alternatives du monde. Nous allons donc continuer ici et en venir à ce que nous allons savoir. 22. Après le premier tour du monde, on savait qu'il y avait un détroit, mais on ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Il n'y avait que des intuitions, car personne ne se donnait la peine d'aller plus au sud. Le premier détroit qui apparaissait était évidemment navigué. Le détroit de Magellan est un détroit très dangereux, où il y a eu de nombreux accidents, presque tous, et les Espagnols ont écarté cette route comme étant viable, parce qu'elle était catastrophique. En fait, lors de la deuxième expédition, elle s'est terminée par une catastrophe totale, dans laquelle Elcano est mort. D'ailleurs, il faisait déjà du commerce avec l'Amérique et les Indes par l'isthme oriental de l'Amérique centrale, il ne passait pas par là. Cependant, il existait encore une théorie, que je n'aborderai pas ici, qui venait des Grecs et selon laquelle, pour équilibrer les masses de la Terre, il fallait un continent méridional, de sorte qu'en terre de feu,
On peut lire Terra Australi non cognita, c'est-à-dire une terre méridionale ou australe, non encore connue. Jusqu'en 1616, soit 100 ans après le passage de Magellan et de son expédition dans le détroit, personne n'a vérifié que l'île de Fugo était une île. La Terre de Feu s'appelait toujours la Terre de Feu, et l'on voit ici comment, pendant un siècle, on a continué à penser qu'il y avait un immense continent austral qui s'étendait de plus en plus au sud. Lorsque l'on passe le cap de Bonne-Espérance en 1488, le continent austral descend un peu plus bas. Lorsque les Hollandais ont passé le cap Horn en 1616, le continent s'enfonçait déjà un peu plus. Et avec le capitaine Cook, il a été complètement démantelé parce qu'il a fait une route très méridionale et qu'il n'y avait pas de continent méridional ici. C'est un exemple de ce qui se passait. 23. Celle-ci, qui date déjà de 1700, montre que les Hollandais ont doublé le cap Horn en 1616 et ont représenté la Terre de Feu comme une île, ce qu'elle est en réalité. Ici, il y a déjà eu des débarquements en Australie vers 1640, même les voyages de Tasman, qui est celui qui, disons, découvre ou explore une grande partie de la côte australienne, mais il manque ce morceau, c'est la Tasmanie. Nous allons voir que cette lacune, c'est un exemple de carte marine. Bravo, car ce qui n'est pas là n'est pas inventé, on ne peint pas comme au Moyen-Âge. 24. Nous continuons donc à avancer, nous sommes déjà au XVIIIe siècle, de Mapmonde, très belle, la carte typique à 2 ors qui, soit dit en passant, est le motif de notre prochaine exposition, qui aura lieu à partir du 26 avril à Madrid, à l'Institut géographique national, une exposition de cartes à double hémisphère. Le calendrier de cette année est lié à cette exposition. Tout est déjà là, mais nous devons encore cartographier cette partie, le détroit de Bering, cette partie de la côte de l'Amérique du Nord et une partie de l'Australie. Comme on peut le voir, il s'agit plus d'œuvres d'art que de cartes et toutes les informations qui les entourent, tous les vides, ont été comblés par des scènes allégoriques des 4 saisons, des 12 signes du zodiaque, par exemple, des personnages mythologiques, etc. Un autre exemple, dans ce cas, avec des sphères célestes, des diagrammes astronomiques, sur les éclipses, etc., des phénomènes tels que les volcans, les marées, les tourbillons, etc. 25. Ce qui n'est pas connu est inventé, en fait ce morceau n'est pas connu et n'est pas lié à l'Australie, la côte de l'Australie est toujours là, c'est la Tasmanie, l'île de Tasmanie, et ceci non plus. Le détroit de Torres a été découvert en 1604 par un Espagnol, Torres, mais ils n'ont rien dit, si bien que les Anglais et les Hollandais pensaient toujours qu'il était fermé. Mais les Anglais, lors d'un pillage à Manille, ont mis la main sur une carte marine et 150 ans plus tard, ils ont découvert que le détroit de Torres existait et que les Espagnols le connaissaient depuis longtemps. Les voyages de Cook sont arrivés, il a fait 4 voyages, il a cartographié la côte américaine, ce qu'il en restait, il a aussi passé Hawaï et c'est lui qui a fait une route en zigzag très méridionale, pour exclure l'existence d'une masse terrestre sur le continent sud et à partir de là, au XIXe siècle, le monde a été connu plus ou moins comme nous le connaissons aujourd'hui. 26. Au XIXe siècle, l'Antarctique et les régions polaires ont commencé à être explorées, et voici un exemple d'une très belle carte de projection de Mercator, celle de 1871, avec les courants océaniques, je n'y reviens pas, mais ils ont eu une grande influence sur les explorations. C'est à accent grave dire que les explorations ont été ce qu'elles ont été pour des raisons physiques, parce que les courants dans l'hémisphère nord tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'hémisphère sud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en raison d'une question physique, l'accélération de Coriolis. Ainsi, en lançant un bâton, quelque chose qui flottait d'ici, des îles Canaries, vous pouviez atteindre l'Amérique et revenir si vous trouviez la latitude, je n'aborde pas le voyage d'Urdanta qui, en bref, devait découvrir la même chose, lorsque le courant Kuroshio revenait et arrivait jusqu'ici. Voilà un exemple du monde tel que nous le connaissons au XIXe siècle. 27. Et pour terminer l'exposition, l'écuménique n'est pas seulement ce que l'on peut voir à la surface. Dans les années 1970, à partir des années 1950, le sonar a permis de cartographier le fond des océans. Et cette carte apparaît aux États-Unis, dans le monde entier, où l'on peut voir que le fond des océans contient les dorsales qui, entre autres, sont à l'origine du mouvement. Des plaques et dans les zones de subduction, qui ne sont pas le fruit du hasard et dont nous avons un exemple malheureux ces jours-ci, c'est là que se produisent les tremblements de terre.
En d'autres termes, ce n'est pas un hasard et il y a des zones volcaniques comme les îles Canaries, où il y a des points chauds en dessous qui continuent à produire des tremblements de terre et en fait, dans des millions d'années, nous supposons qu'il y aura plus d'îles Canaries. Parce que la plaque se déplace vers ici, vers l'est, le point chaud, c'est comme un briquet qui est en dessous et qui continue à créer des îles, parce que ce qui est au-dessus, disons une carte qui se déplace et qui continue à créer des îles. 28. Comment se termine cette visite rapide? Eh bien, pas si vite, elle aurait pu être un peu longue. Nous connaissons l'écoumène, mais personne ne l'a vraiment vu depuis l'espace. C'est ce qui s'est passé en 1968. Dans l'une des missions, Apollo 8, l'une des missions destinées à atteindre la Lune, sans s'en rendre compte, parce qu'il ne s'y attendait pas, cette mission était destinée à atteindre la Lune, à se mettre en orbite autour d'elle et à revenir, l'une des étapes précédant l'atterrissage sur la Lune. Ils ne tombent pas dedans, mais lorsqu'ils tournent autour de la Lune, ils se rendent compte que la Terre se lève, comme si c'était le Soleil, parce qu'ils tournent autour de la Lune et que la Terre apparaît. En fait, l'image emblématique est la première image de notre éclosion depuis l'espace, en 1968, prise par un astronaute d'Apollo 8. C'est là que l'on voit vraiment à quoi ressemble la Terre vue de l'extérieur, globalement. L'image porte le même nom que Sunrise, qui signifie lever de soleil en anglais. C'est le lever de Terre, le lever de soleil de la Terre et c'est une photo emblématique, car c'est la première fois que la Terre est vue de l'espace. Eh bien, c'est tout, j'ai terminé. Eh bien, j'espère que vous l'avez aimé, ici il continuera à être expliqué en détail, parce que je suis allé très vite, tout est écrit ici, il y a de la documentation, le diptyque, le catalogue, etc. Il est disponible pour le téléchargement sur le site web de l'IGN. Et pour nous, c'est un plaisir et un honneur d'être ici et de faire cette tournée basque que nous faisons, nous sommes à San Sebastian, nous venons à Vitoria, nous irons à Bilbao, si Dieu le veut, donc rien, c'est là pour que vous en profitiez.